Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, je suis le directeur de la rédaction de Challenge. On se disait avec François, quand monsieur l'ex-ministre nous a dit qu'il ne pouvait pas venir, qu'il nous fallait absolument, vu la thématique de la journée, avoir un maire. C'est important, à plusieurs titres à mon avis. D'abord, il y a le congrès des maires de France la semaine prochaine à Paris. Ça va être un peu chaud. Parce que, on en reparlera peut-être, la position des maires est compliquée en ce moment. Ce matin, il y a un quotidien, Le Parisien, en l'occurrence, qui titrait sur la grosse fatigue des maires. Alors, on voudra savoir si vous êtes fatigué et pourquoi. On n'espère pas trop. Et je voulais commencer, monsieur le maire, par vous faire réagir à deux propos de Jean Viard de tout à l'heure, qui m'ont surpris. Un, c'est sur le vote des jeunes. Donc en moyenne, aux élections, on parle des élections municipales, locales, 10% des jeunes votent. Donc je voulais savoir comment ça se passait à Villeurbanne. Et puis l'autre, c'était cette idée de Jean Viard de se dire, mais pourquoi les gens ne pourraient pas voter là où ils travaillent aussi, hein. Alors vous avez beaucoup de gens qui travaillent à Lyon. On a ce problème à Paris aussi, où on a beaucoup plus de gens. Il y a 4 millions de personnes qui travaillent à Paris et il y a 700 000 habitants. Donc les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Donc je voulais déjà vous faire au préalable réagir à ces deux propos de Jean Viard. Alors combien il y a de jeunes qui votent à Villeurbanne? Vous savez? Bon, d'abord bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Quand on se déplace dans la ville d'un maire, ça se fait de le saluer. Donc je salue Sébastien Michel, le maire d'Écully. Je le salue d'autant plus que ça s'est fait un peu vite. Et au dernier moment, les organisateurs ils se sont dit, mais en fait, est-ce que ça va bien se passer? Parce que moi, je suis de gauche, lui, il est plutôt de droite. Et il a dit que ça allait. Il a dit que ça allait. Donc je prends ça comme un compliment de sa part, le fait que je puisse venir parler dans sa ville. Voilà, mes amitiés. Premier élément. Deuxième élément, on me demande de remplacer Jean-Louis Borloo. Donc je suis vraiment désolé pour vous si vous veniez pour Jean-Louis. Je comprends qu'on vienne pour Jean-Louis. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, que j'ai encore rencontré récemment, qu'on a en amitié commune avec Gilles Vermaux-Desroches. C'est à cause de lui que je suis là ce matin, parce qu'il m'a appelé un soir tard pour que je vienne. Et on m'a dit qu'on parlerait d'utopie. Je ne pensais pas qu'on parlait de carte électorale. Non, voilà, c'est pas... Il y a un lien entre les deux. Je vais répondre à votre question. Voilà. Peut-être si les jeunes ne votent pas, c'est qu'on manque un petit peu d'utopie aussi. Villeurbanne, 160 000 habitants, 19e ville de France, 50% de la population à moins de 30 ans. Donc heureusement, il y en a encore qui votent un peu. Voilà, parce que sinon, ce serait compliqué dans cette ville. Mais c'est vrai qu'on est confronté à une désaffection des plus jeunes sur la question du vote. Mais je crois qu'en fait, moi, je n'ai pas envie de parler spécifiquement de la désaffection du vote des jeunes, parce qu'en fait, ça renvoie à une désaffection beaucoup plus large. Les gens, aujourd'hui, sont en difficulté par rapport au vote parce qu'ils interrogent l'utilité de ce vote, en fait. Et les jeunes en particulier, ou encore plus, parce que d'abord, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas été pris dans une forme de rite, parce que le vote, c'est un rite, en fait, qui se transmet aussi, qui s'organise. Et donc, je pense que le boulot du politique, c'est de redire à quoi ça sert de voter. Et là, aujourd'hui, on a un peu de travail, quand même, pour redire à quoi ça sert de voter. Je ne vais faire aucune polémique ici. Quand je dis qu'on a du travail pour dire à quoi ça sert de voter, c'est que moi, je suis venu au monde politique assez tardivement. C'est la première fois que je suis élu. J'ai été élu en 2020. Avant, j'ai bossé dans des organismes de conseil, de logement social. Enfin bref, donc c'est la première fois que je suis élu. Je trouve qu'on ne donne pas une image incroyable de l'utilité de voter, véritablement. Et donc, je pense d'abord qu'il faut qu'on remette de l'utilité. Et pour faire cela, par exemple, pour les jeunes sur Villeurbanne, nous, on essaye de faire en sorte qu'ils reprennent la main sur tout un tas de projets, que ce soit des questions de culture, que ce soit des questions d'éducation, que ce soit des questions de transport. On a un budget participatif à Villeurbanne de 1,2 million d'euros par an, qui est ouvert dès l'âge de 12 ans. Donc dès l'âge de 12 ans, pour autant que vous soyez accompagné par une structure, vous pouvez présenter des projets, ils sont soumis au vote des citoyens pour qu'on les fasse ou on ne les fasse pas sur le territoire. Et donc moi, je pense qu'on ramènera les jeunes au vote à partir du moment où ils identifieront que ça change quelque chose pour leur vie au quotidien. Mais il me semble que ça vaut pour tout le monde. Après, sur la question de voter là où on travaille ou pas, je comprends l'idée. Je serais plutôt partisan de me dire que si on faisait ça, dans ce cas-là, on fait aussi ça pour le vote de celles et ceux qui travaillent, vivent
mais non pas la nationalité pour les élections locales. Ça me semblerait quelque chose d'intéressant à réfléchir, en tout cas si on veut modifier ou augmenter le corps électoral. Voilà ma première réaction, mais si on veut que les gens votent, il faut qu'à un moment ils comprennent et que le mandat qui est donné soit un peu respecté. Pourtant, s'il y a bien une élection, s'il y a bien un mandat où les gens voient ce qui se passe, c'est les municipales. Oui. Le maire, alors à tort ou à raison parfois, parce qu'il y a des systèmes compliqués d'agglomération, etc. Vous n'avez pas toujours la main. Enfin, une grande ville, la maire d'une grande ville comme la vôtre, vous avez quand même la main. Donc, même là, on ne vote plus. Donc, est-ce qu'il y a un problème aussi à cet échelon-là? Je ne vous parle pas des élections européennes, mais est-ce qu'il y a aussi un problème à l'échelon du maire? Et c'était mon troisième point sur la grosse fatigue des élus locaux dont vous êtes un représentant. Moi, je suis mal à l'aise avec cette question de grosse fatigue parce que personne ne m'a forcé à me présenter aux élections. Et si je n'ai pas envie, je ne me représente pas. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on évoque en permanence cela. En tout cas, pour les maires des grands territoires. Je le comprends beaucoup plus pour les maires de petites communes qui, en gros... C'est la majorité des maires. Hein. Et donc là, effectivement, cette grosse fatigue, on peut la comprendre parce qu'ils sont obligés de continuer à bosser en parallèle. Et aujourd'hui, ils peuvent avoir l'impression d'être abandonnés. Mais en tout cas, je ne suis pas ceux qui disent que être maire, c'est grosse fatigue et c'est dur, parce que je trouve que ce n'est pas très respectueux pour plein de gens qui vivent des choses autrement difficiles. Par contre, c'est sûr que si on veut continuer à avoir des maires, femmes et hommes, qui tiennent la route, qui s'engagent, peut-être qu'à un moment, il faut réinterroger ce statut. Et encore une fois, je ne parle pas pour les maires des grandes villes, je parle plutôt pour celles et ceux qui s'engagent. Moi, je vais à Villeurbanne, je fais mon marché à Cusset. Mon boucher, il est maire. D'une des dernières chartreuses de la Loire. Voilà, donc il est maire, il est boucher, enfin il est éleveur et il fait sa propre viande, mais c'est lui qui déneige quand il y a des congères sur la route, etc. Donc cela-là, c'est une forme de sacerdoce, quoi. Et donc peut-être retrouver aussi du poids pour ces maires-là, ça ferait quelque chose. C'est vrai que c'est une des dernières fonctions qui a encore un peu de légitimité dans l'opinion publique et ça me semble important qu'on la préserve à l'avenir et ça peut peut-être faire partie de nos utopies à venir que de se dire qu'on remet un peu de légitimité, en tout cas de crédibilité sur ces fonctions. Alors justement, nos utopies à venir, je suis sûr que vous avez plein d'idées pour refaire société en France, mais aussi dans votre ville. C'est une ville qui n'est pas évidente sur le papier, où il y a beaucoup de communautés différentes. Il y a donc, vous avez... On parlait du travail et du domicile, donc vous avez, je pense, l'essentiel de votre population qui ne travaille pas sur votre territoire. Donc comment faire société à Villeurbanne? D'abord, il faut qu'on partage quand même une forme de constat que ce n'est pas facile aujourd'hui. Autant, je n'ai pas envie de dire que c'est grosse fatigue, mais c'est quand même, au début de mon mandat, je me suis quand même demandé ce que je faisais là parfois, véritablement. Et je ne parle pas juste de la première année Covid, etc. Donc c'est assez rude. Qu'est-ce qui est rude aujourd'hui? On est dans une forme d'angoisse permanente. Et ce n'est pas juste le maire qui le dit. J'étais hier avec la directrice régionale de la Banque de France. Elle me dit, je suis très inquiet de l'état d'esprit des chefs d'entreprise, en tout cas de ceux que je rencontre, parce qu'il y a une forme d'angoisse, de peur et de très grandes difficultés à essayer de se projeter au-delà de 1, 2 ou 3 ans. Et il y a une angoisse qui est bien sûr liée à la question climatique, qui est liée à la question sociale, mais qui est aussi liée à la question internationale. Donc on a la trouille. C'est jamais bon d'avoir la trouille pour se projeter. Deuxième élément, on a des modèles qui ont perdu complètement la désirabilité qui leur préexistait. Et quand je dis ça, je parle à la fois des villes et des campagnes. Pendant un moment, la question d'aller à la ville, c'était une forme d'utopie hygiéniste, de services, d'aménités, de qualité de vie. On est en train de perdre cela par plein de mécanismes qui s'associent, mais globalement, moi j'entends beaucoup plus souvent des gens qui râlent sur le fait d'habiter en ville que sur le plaisir d'habiter en ville. Et ça doit nous interroger. Mais dans le même temps, alors du coup, ces gens-là, ils se disent « je vais partir à la campagne », mais dans le même temps, on a des campagnes qui râlent sur la perte de désirabilité de ce modèle-là parce qu'ils se sentent les abandonnés de la République. Et donc, on a un enjeu extrêmement fort
non pas forcément simplement de réconciliation de la France des campagnes et de la France des villes, mais de réconciliation de notre pays, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on redise aux gens que, quel que soit l'endroit où ils sont, il y a une forme de désirabilité qui est possible, de plaisir à vivre là où je vis. Et puis, l'autre élément, c'est que moi, je suis extrêmement inquiet bon, ça va être ma minute politique, mais de trumpisation des esprits, peu importe ce qu'on met derrière, mais ou d'hystérisation des esprits. Enfin, moi, je n'en peux plus que mon boulot, ça soit de faire des tweets pour que peut-être à un moment on comprenne ce que je fais, quoi. Enfin, c'est pas possible. Or, aujourd'hui, notre système médiatique, politique, il est essentiellement basé sur le niveau de volume que vous tournez sur le média que vous allez utiliser. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un qui a un niveau de volume assez constant. Du coup, tout le monde s'en fout de ce que je fais, au sens... bon, vous allez me dire, c'est pas très grave. Oui, est-ce que c'est grave, finalement? Ben, c'est pas grave pour les Villeurbanaises et les Villeurbanais. C'est peut-être grave pour se faire réélire, mais, non, mais pour la ville. Je pense qu'une de nos principales erreurs, c'est de passer son temps à avoir le calendrier électoral en tête. Je le dis avec une très grande sincérité. Je crois qu'avec Sébastien, on partage ça. On vient tous les deux d'une autre vie professionnelle avant, et ça nous crée une forme de sécurité sur le fait que ça puisse s'arrêter demain. Et ça, moi, je crois que c'est mon plus gros atout. En fait, je n'ai pas peur. Voilà. Je ne dis pas que je n'ai pas envie. Je n'ai toujours pas dit ce que j'allais faire, mais je ne dis pas que je n'ai pas envie et je ne fais pas de fausse modestie, mais je n'ai pas peur. Et par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette question d'angoisse, je crois que le fait de ne pas avoir peur, c'est une force extrêmement importante. Et ce problème de niveau sonore, c'est pas la question de mon ego personnel. Les Villeurbanaises et les Villeurbanais, ils s'en fichent de savoir si c'est repris, pas repris. Mais simplement, dans un moment où on cherche des chemins, c'est quand même malheureux que les seuls chemins qui émergent soient ceux qui crient le plus fort, utilisent les mots les plus radicaux, les plus violents, ceux qui vont les plus cliver. Je suis très radical, je suis considéré comme quelqu'un de très à gauche. Pour autant, je ne crois pas être violent, je ne crois pas, à chaque fois que je prends la parole, couper la société en 2, 3 ou 4. Ça, déjà, c'est une belle utopie de se dire que la fonction politique, c'est pas de couper la société en saucisson pour essayer d'en tirer un avantage électoral. Et moi, ça, c'est vraiment une préoccupation extrêmement forte de me dire comment est-ce que les femmes et les hommes politiques de ce pays remettent de l'apaisement dans la qualité, dans le niveau des débats. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser un certain nombre de questions. Les utopies, aujourd'hui, elles sont sur quoi? Elles sont... Et je vais le dire très tranquillement, mais à quel moment on interroge véritablement la question du partage des richesses? Et je sais où je dis ça, et je sais aussi que je suis capable de vous dire que je ne suis pas le seul à le dire, et que si vous avez des doutes sur ce que je veux mobiliser, je vous invite, pour celles et ceux que ça concerne et que ça intéresse, à redire l'encyclique Laudato Si du pape. Enfin, allez-y, tout est écrit, hein. Enfin, et sur cette question-là, sur cette question du lien entre partage des richesses et transition climatique, en tout cas, ça, c'est un endroit qui peut rejoindre beaucoup de personnes, au-delà des clivages politiques. Donc, pour moi, l'utopie, elle passe par la question du partage des richesses. La deuxième utopie, elle est certainement autour de qu'est-ce qu'on va mobiliser dans les relations de demain. Vous avez dit, à Villeurbanne, je suis concerné par à la fois la multiculturalité et la multiculturalité. C'est deux choses différentes. Et actuellement, c'est tendu, notamment entre la communauté de culte musulmane et la communauté de culte juif. On a la deuxième plus grosse communauté de culte juif à Villeurbanne après la région parisienne. Moi, je n'ai pas d'autre chemin que de se dire qu'il faut qu'on se parle avec le cœur. Et j'utilise ce mot sciemment. Il n'y a aucune naïveté dans mon propos, parce que se parler avec le cœur, ça peut être très violent. Mais si on ne se rappelle pas que c'est par cette qualité de dialogue qu'on a un de nos 3 piliers républicains, qui est celui de la fraternité, on ne va pas arriver à trouver le chemin. Tellement c'est violent aujourd'hui. Moi, je suis dans une ville dans laquelle, quoi que je dise, quels que soient les mots que j'emploie sur cette question-là, j'ai tort. Et donc, il faut qu'on retrouve une capacité à se parler avec le cœur pour ne pas avoir des procès d'intention en permanence là-dessus. Et puis la troisième utopie, moi en tout cas celle qui me guide, c'est celle de se dire que je pense qu'une des dernières politiques publiques qui peut sauver notre monde, c'est la culture et la beauté, la politique de la beauté. Je crois qu'on a besoin de remettre ça au cœur, parce que
si on ne remet pas de l'émotion plutôt positive, elle peut être négative aussi parce que ça aide à se projeter. Si on ne remet pas la capacité à écrire des imaginaires positifs ensemble, on n'y arrive pas. Et je vais faire un petit clin d'œil à Borloo. En 2002, il vient à Lyon pour lancer le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, c'est l'endroit des bailleurs. Et il lance en fait l'ANRU ici. Qu'est-ce qu'il dit pour lancer l'ANRU? Il a une phrase. Il dit qu'il faut reconstruire des nids autour de la maman. On s'en fiche de l'exégèse de la phrase. Simplement, ce qui pose, c'est une forme d'utopie. Et à partir de là, il crée un programme qui a été le programme le plus important en France de transformation des quartiers populaires, qui continue encore aujourd'hui. Et pour moi, l'utopie, c'est ça, c'est de remettre de l'émotion, du cœur, du sensible autour de grandes visées qu'on tient et qu'on a. Alors après, pour y arriver, il a mis en place plein de choses. Je ne parle pas à la place de Borloo, ne vous inquiétez pas, mais j'ai une forme de politesse, puisqu'il a été empêché par des raisons de santé d'être là. Mais voilà une utopie que de lancer l'ANRU en 2002, que d'aller jusqu'à se battre dans la nuit pour que le texte validé par le président de la République utilise le bon outil administratif pour pas que l'outil soit coincé dans les errements de notre administration, etc. Donc voilà quelques éléments sur l'utopie. C'est un peu en vrac, hein, mais vu qu'on a beaucoup merci de temps. beaucoup, monsieur le maire. Je voudrais juste, vous nous avez emmenés dans les utopies, oui, donc c'est formidable. Je voulais juste... peut-être que vous nous disiez 2 projets que vous avez comme maire de Villeurbanne qui vont dans ce sens-là, des initiatives, puisque vous dites personne, tout le monde s'en fout, peut-être pas tout le monde quand même. Donc donnez-nous un ou deux projets que vous avez fait avec cette vision qui est la vôtre. À partir du constat un peu noir que vous nous avez dressé, un peu tendu, on va dire. Le constat est très tendu. Moi, je suis d'une détermination et d'un optimisme assez important pour autant. Hein, donc, je ne veux pas du tout qu'on retienne une image négative. À Villeurbanne, c'est très compliqué de parler d'utopie parce qu'en fait, il y a 100 ans, il y a un maire qui s'appelle Lazare Goujon qui a fait une des utopies réalisées en France. Il a créé un centre-ville de toutes pièces, 1500 logements, entre 24 et 34, pour loger les plus pauvres, les ouvriers, etc. Et autour de ça, une utopie hygiéniste, avec la création d'un théâtre. C'est un des deux, avec Le Havre, c'est un des deux plus grands ensembles. Et aujourd'hui, les historiens reconnaissent que c'est une utopie réalisée. Pourtant, la question des utopies à Villeurbanne, elle est extrêmement importante, notamment dans sa... Je pense qu'il y a quelques Lyonnais ici, mais c'est pas grave. L'historien de Villeurbanne, il parle de la frontière entre, vous savez, la ville qui est juste à côté de Villeurbanne, c'est Lyon. C'est une petite ville. Et il dit, en la franchissant, les opprimés recouvraient leur liberté, en la défendant, les hommes politiques réalisaient leurs utopies. Donc nous, on a une espèce de poids, les maires de Villeurbanne, qui pèsent sur nos épaules par rapport à ça. 2 utopies, et c'est l'histoire dans 100 ans qui le dira. La première, je l'ai commencée avant d'être maire, et peut-être que ça m'a conduit à essayer d'être maire. On a créé un lieu à Villeurbanne, on a racheté un ancien pensionnat de jeunes filles, qui a accueilli plein de fonctions, et on s'est dit, est-ce que le logement des plus modestes, plutôt que ça soit un truc qu'on planque aux confins de nos villes, dans des endroits où on pense que ça va moins... Est-ce qu'on peut en faire une opportunité de développement économique, social et culturel? On a lancé ça en 2014. Aujourd'hui, la salle de concert, elle est là, 1000 places. Le bâtiment historique a été rénové. C'est des logements étudiants. C'est un lieu pour des femmes isolées avec enfants. On a créé le premier parc autogéré de France, au sens où c'est un parc public qui est géré par des habitants avec un collectif associatif. Voilà un exemple, l'utopie qui dit la question du logement des plus modestes, ça doit être au cœur de l'attractivité d'un territoire et que ça soit positif pour tout le monde et pas simplement une fonctionnalité qu'on coche en disant c'est bon, j'ai fait ma part pour les plus pauvres et je loge les gens les plus pauvres. Voilà un projet. L'autre, qui est plus dans le faire, on a été en 2022 capitale française de la culture et on s'est dit si on laissait les jeunes organiser leur propre festival de musique. Bon, moi, je viens de l'éducation populaire. J'ai cité Gilles Vermont-Desroches, je viens des Scouts de France, pour être très clair. Je dis d'où je viens, qui je suis. Et on s'est dit, on va donner les clés du camion à une centaine de jeunes de toute la ville, avec un budget qui était intégré dans le budget Capitale Française de la Culture. Et ils vont faire leur propre festival. Bien sûr, avec de l'accompagnement, mais plutôt de l'accompagnement en transmission de compétences. Donc, on a pris les scènes de musique actuelles, ils leur ont expliqué ce que c'était que la prog. On a pris des gens des lumières, du son pour les former. Enfin, voilà. Et en un an, ils ont monté un festival qui a accueilli 35 000 personnes. Et d'avoir 100 jeunes qui se rendent compte qu'ils sont capables de prendre ce niveau de responsabilité, ça me semble une autre utopie qu'on peut créer et qu'on peut réaliser. En tout cas, c'est à ça qu'on essaye de travailler
travailler. Merci beaucoup, monsieur le maire de Villeurbanne, ville de tradition utopique. Et donc, bravo pour tout ce que vous faites.